Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au moins 50 morts dans des manifestations au Tchad. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants ce 20 octobre. Une mobilisation qui avait été interdite par les autorités. L'Organisation mondiale de la santé inquiète face à la flambée d'Ebola en Ouganda. Depuis le début de cette nouvelle épidémie déclarée en septembre, 44 morts ont été recensés. Et puis focus sur le plan de financement de la stratégie communautaire d'import-substitution de la CEMAC. Un financement de 642 milliards de francs CFA a été approuvé pour développer la transformation du manioc et d'autres produits à fort potentiel. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Tchad sous tension. Des heurts ont éclaté ce 20 octobre lors d'une manifestation organisée à N'Djamena. Réunis à l'appel de l'opposition, les manifestants ont bravé l'interdiction de manifester prononcée par les autorités. Leur cri de colère, le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, récemment investi président de la transition. Les tensions sont telles que la police et l'armée ont été déployées dans les rues de la capitale. Des violences qui se sont aussi étendues à la ville de Moundou, située au sud du pays. Le bilan est lourd, au moins 50 personnes sont décédées. Le porte-parole du gouvernement tchadien Aziz Mahamat Saleh évoque par ailleurs que les manifestants ont, je cite, attaqué des édifices publics, le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée nationale. Notons que le journaliste Narcisse Oredje, qui travaillait pour la radio CEFOD et qui intervenait régulièrement sur notre antenne, figure parmi les personnes tuées ce jeudi alors qu'il couvrait cette manifestation de l'opposition. Écoutons à ce propos l'activiste politique Abdelkerim Yacoub Koundougoui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est sur 3 niveaux. D'abord, l'échec de la mission de la junte. 2, l'échec du dialogue. Parce que ce dialogue qui n'est pas un dialogue complet, un dialogue qui est inclusif, un dialogue sincère. Justement, si l'objectif de ce dialogue était d'éviter aux Tchadiens de revivre ce qui s'est passé ce matin, c'est que c'est un échec total. Étant donné qu'aujourd'hui, la majorité des principaux mouvements politico-militaires et de la diaspora n'ont pas pris part et aujourd'hui se retrouvent contre cette junte. Malgré ce gouvernement de transition qui a été mis en place, qui comprend certains membres de l'opposition tchadienne et de la société civile, mais cela n'a pas suffi pour pouvoir aujourd'hui convaincre l'ensemble des Tchadiens sur la volonté de cette junte de transmettre le pouvoir à un gouvernement civil démocratiquement élu. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, le stress des Tchadiens a encore augmenté, étant donné que pendant du dialogue, il faut mettre entre guillemets, la junte a réussi à imposer le fait que le président de la junte puisse être en même temps président de la transition et aussi potentiellement avoir le droit de pouvoir être candidat. Et cela fausse la donne et cela aussi enlève le peu de confiance que les citoyens et les acteurs politiques ont accordé à cette junte au début de sa prise de pouvoir pour pouvoir les laisser aller vers cette transition. L'actualité nous emmène également en Guinée, où des échauffourées ont également eu lieu. Forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés dans la soirée du 19 octobre, soit à la veille d'une mobilisation initiée par le Front National pour la défense de la Constitution. Le but, exprimer leur mécontentement relatif à la gestion de la transition. D'après l'organisation de la société civile, ces heurts ont fait 5 blessés par balle. L'un d'entre eux se trouverait dans un état grave, un chiffre qui pour le moment ne peut être confirmé selon le ministère de la Sécurité. La même source précise par ailleurs que des blessés sont également à déplorer dans les rangs des forces de sécurité. Retour à présent sur la conférence en ligne du Fonds monétaire international organisée le 15 octobre, conférence durant laquelle le gouvernement zambien a interpellé ses partenaires financiers. Le ministre des Finances, Sitombeko Muzokotwane, a sollicité un allègement de la dette. Les précisions de Nathalie Mo. Pour mieux résister aux chocs économiques, l'Afrique a diversifié ses sources de financement. Depuis 2007, les pays africains délaissent peu à peu les prêts concessionnels pour se tourner vers le marché des titres publics
afin d'obtenir des eurobonds. Revenu sur le marché des eurobonds en 2021 après la pandémie de Covid-19, l'Afrique a levé 11,7 milliards de dollars au premier semestre. Les experts estiment que les emprunts du continent restent relativement faibles. Et donc aujourd'hui, on a à peu près la moitié de la dette africaine qui est une dette extérieure. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dirais que généralement c'est une bonne chose de diversifier les sources de dette puisque ça nous permet de mieux résister aux chocs en ayant une diversification des sources de financement. Le 15 octobre 2022, à l'occasion d'une conférence de presse en ligne du Fonds monétaire international, les gouvernements zambiens et zimbabwéens ont appelé les partenaires financiers de l'Afrique à procéder à un allègement rapide de la dette du continent. Selon des observateurs, les pays dépensent plus dans le remboursement de dettes qu'ils n'en consacrent aux services essentiels. En comparaison, les pays riches consacrent 8% de leur PIB à la relance économique contre 0,8% pour les États africains. En intégrant un programme du FMI, on craignait de manquer de financement pour les secteurs sociaux. Nous avions peur d'aggraver la pauvreté, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Notre gouvernement est désormais résolu à revoir nos priorités en matière de dépenses. Des chercheurs révèlent que la moitié de la dette publique de l'Afrique est émise au niveau national et le reste est dû à des partenaires extérieurs. Ils alertent qu'il existe un vrai risque à recourir systématiquement à des organismes privés pour obtenir des financements. Le Fonds monétaire international préconise l'assainissement du circuit de collecte des recettes pour limiter le recours à l'endettement. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé ce mercredi 19 octobre lors d'un point presse à Genève que l'épidémie d'Ebola en cours en Ouganda avait fait 44 morts depuis son émergence en septembre. Une situation préoccupante pour l'OMS qui redoute une progression rapide de l'épidémie dans les prochains jours alors qu'un vaccin homologué se fait toujours attendre. Gladys Mamba. Le nouveau bilan dressé par l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie d'Ebola en Ouganda est tombé ce 19 octobre. Le pays recense désormais 44 décès depuis l'émergence de ce virus en septembre dernier. C'est 15 de plus que le précédent bilan de l'OMS, daté du 5 octobre, qui faisait état de 29 morts, contre 19 morts répertoriés au 11 octobre par les autorités ougandaises. Une situation préoccupante pour l'OMS qui craint une progression rapide de l'épidémie. Au total, il y a maintenant 60 cas confirmés et 20 cas probables. Avec 44 décès et 25 personnes se sont rétablies. Nous restons préoccupés par le fait qu'il pourrait y avoir plus de chaînes de transmission et plus de contacts que nous ne le savons dans les communautés touchées. Le ministère de la Santé enquête sur les 8 cas les plus récents, car les rapports initiaux indiquent qu'ils ne faisaient pas partie des contacts connus. Face à cette situation, les autorités ougandaises haussent le ton. Le 12 octobre, le président Yoweri Museveni a demandé aux guérisseurs traditionnels de ne pas soigner les malades d'Ebola. 3 jours plus tard, le chef de l'État ougandais a ordonné le confinement de Mubende et Kassanda, 2 districts du centre du pays, à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Une manière, selon lui, de freiner la transmission humaine, très rapide en zone urbaine, alors qu'un couple a récemment été testé positif au virus dans la capitale Kampala, qui compte 1,5 million d'habitants. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un virus Ebola avec la souche soudanaise du virus Ebola, et ces vaccins qui ont été développés pour l'Afrique de l'Ouest et le Congo ne sont pas efficaces contre cette souche. Nous avons actuellement 3 vaccins candidats au moins, il y en a d'autres, mais il y a 2 vaccins candidats qui sont immédiatement potentiellement disponibles. L'OMS a annoncé le 12 octobre que des essais cliniques de vaccins contre la souche dite soudanaise du virus Ebola pourraient débuter dans les prochaines semaines. Pour rappel, la dernière épidémie d'Ebola en Ouganda date de 2019. La diversification économique est en marche dans l'espace CEMAC. Un plan de financement de la stratégie communautaire d'import-substitution à hauteur de 642 milliards de francs CFA a récemment été adopté par les délégués de la sous-région. Objectif affiché, dynamiser la production et la transformation de plusieurs denrées à fort potentiel, dont le manioc. Les détails avec Roberto Bocpi.
pour la mise en œuvre de la stratégie communautaire à hauteur de 642 milliards de francs CFA afin de booster la production et la transformation du manioc dans la sous-région Afrique centrale. 6 mesures ont été définies et structurées autour de 29 actions et 32 critères de réalisation. Parmi elles, la subvention de l'acquisition des équipements et des intrants, la création et l'accompagnement des unités de fabrication locales. Michel Cyr Djenawembou, le secrétaire du PREF-CEMAC, salue l'implication des autorités. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à l'endroit des autorités nationales des pays de la CEMAC qui ne ménagent aucun effort dans la mise en œuvre effective des décisions et recommandations du COPIL du PREF-CEMAC. À nos partenaires, le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la FAO, le PNUD, le FAGAS, le FSA, les autres PTF et les investisseurs, nous leur disons merci pour leur soutien multiforme et pour leur intérêt pour le développement économique et social de notre sous-région. L'espace CEMAC compte près de 8 000 millions de barils de réserves pétrolières. Le Congo et le Gabon mènent le bal des plus grands producteurs dans cet espace communautaire. Dans son rapport annuel 2020, publié le 7 janvier 2022, la BEAC, la Banque centrale de la région, indique un recul de la part du secteur pétrolier dans le produit intérieur brut. Pour le président de la commission de la CEMAC, l'avenir est dans la diversification des économies. La filière manioc pourrait en grande partie jouer ce rôle. Importante a été prise au Gabon et nous nous en félicitons. À l'époque, on avait crié beaucoup, c'est qu'on transforme nos produits sur place. Parce que plus on transforme un produit, plus il a la valeur ajoutée. Donc il faudrait que les pays se mettent ensemble pour faire l'industrialisation. Il faudrait que le commerce intra-africain se développe. Nous avons de quoi nourrir nos populations. Et nous perdons nos devises à des importations qui n'en valent pas la peine. Concernant l'accroissement de la commercialisation du manioc, il a été adopté comme mesure d'assurer le désenclavement des bassins de production du manioc par l'extension des voies d'accès au marché, de promouvoir l'organisation des marchés et des chaînes d'approvisionnement, d'améliorer la gouvernance de la filière manioc et de construire des marchés transfrontaliers. Nous partons à présent en Égypte à la découverte d'une entreprise qui propose des techniques agricoles innovantes. Elle a installé un réfrigérateur hydroponique dans une épicerie où les clients peuvent cueillir leurs légumes et les ramener chez eux avec leurs racines. Une initiative conforme aux engagements pris par l'Égypte, pays hôte de la COP27 prévue en novembre prochain. Gladys Momba. Peu gourmande en eau, l'hydroponie est une culture alternative appréciée en Égypte. Et pour cause, la rareté de l'eau est l'un des principaux défis climatiques auxquels est confronté le pays des pharaons. Cette solution agricole intelligente permet de faire pousser des fruits et des légumes sans terre, et ce, à l'aide d'un réfrigérateur hydroponique tout fraîchement installé dans une épicerie du Caire. C'est de l'agriculture hydroponique où il n'y a pas de culture du sol. Donc vous n'utilisez pas de terre dans ce réfrigérateur, tout se passe dans l'eau, les engrais et les nutriments dont la plante a besoin sont à l'intérieur de l'eau en cycle fermé, ce qui signifie qu'il y a des réservoirs au fond du réfrigérateur qui pompent l'eau pour nourrir toutes les plantes du réfrigérateur. Lorsque le client prend une des plantes, elle est remplacée par une autre. Une alternative aussi écologique qu'économique, selon les initiateurs de ce projet. Si nous parlons du problème de l'eau, l'agriculture en général dans le monde utilise environ 75% des réserves d'eau douce. Nous économisons donc jusqu'à 90% de l'eau utilisée pour l'irrigation. Deuxièmement, les déchets. Environ 50% des légumes du supermarché sont gaspillés parce que personne ne les achète. Mais dans ce système, les légumes sont plantés jusqu'à ce que quelqu'un les achète, donc pas de gâchis. Enfin, nous aidons à réduire la pollution qui se produit lors du transport des légumes des fermes au supermarché, puisque nous cultivons au même endroit où les légumes sont consommés ou vendus. La guerre en Europe de l'Est, qui a débuté en mars dernier, a fait planer le spectre d'une crise alimentaire sur l'Égypte, pays qui importe près de 60% de ses besoins en nourriture. Ce type d'agriculture alimentée par la technologie pourrait donc aider à lutter contre l'insécurité alimentaire, mais également à faire face au changement climatique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.